À la une ce soir, l'inquiétude des mairies et des associations après la baisse du nombre de contrats aidés annoncés par le gouvernement. L'objectif est de faire des économies. Près de 200 000 emplois devraient être supprimés dans toute la France. La Martinique ne serait pas épargnée. La rentrée déjà et ces jeunes qui s'y préparent avec des cours de remise à niveau du CP à la terminale. Plusieurs organismes publics ou privés proposent des programmes de révision. L'hommage à André Constant rendu par ses camarades du Parti communiste un an après la mort de cette figure de la gauche. Quelques militants sont retournés sur sa tombe pour faire retentir l'international. Et puis Paris, ville lumière, ville noire également, c'est ce que fait découvrir aux touristes Kevin Doura, un Martiniquais à travers une visite guidée avec comme fil rouge les personnalités noires qui ont marqué la capitale française. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est une mesure gouvernementale qui passe mal. La diminution du nombre de contrats aidés, ramenés de 455 000 à 293 000 dans toute la France. Ces contrats utilisés par les mairies et les associations sont des emplois temporaires, subventionnés en partie par l'État, destinés aux personnes en difficulté d'insertion professionnelle. Pour des raisons d'économie, la ministre du Travail souhaite réduire le dispositif, ce qui a de quoi inquiéter en Martinique. Sandrine Claude. Grâce au dispositif de contrat aidé, Rony travaille depuis maintenant 2 ans à la mairie du Carbet. L'annonce de retour en arrière du gouvernement laisse le jeune agent polyvalent plutôt sceptique. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée, vu que c'est intéressant pour les jeunes. Comme le chômage est assez difficile, c'est assez dur, ça permet d'avoir de l'expérience. On a beaucoup d'aide et que, comment dire, on est bien suivi et tout. On a des formations pendant le travail, donc c'est super intéressant, c'est beaucoup plus facile. Pour justifier cette diminution programmée, l'État qualifie le dispositif d'onéreux et peu efficace. Un dispositif auquel les municipalités ont pourtant très souvent recours, notamment dans les écoles. À seulement 13 jours de la rentrée, la nouvelle passe difficilement auprès des élus. C'est un coup de massue parce que les contrats aidés, c'est un élément essentiel de la politique de la mairie, de la politique d'une collectivité. En effet, nos contrats aidés nous servent à la politique éducative de la mairie et effectivement, nous en avons besoin de certains nombres pour pouvoir avoir des enfants, que les enfants soient en sécurité, que les enfants soient bien gardés lors des interclasses ou lors des garderies. Les maires se réunissent demain mercredi, et donc nous devons effectivement prendre l'initiative, comme l'a fait le député Letchimi d'ailleurs, prendre l'initiative de relancer le gouvernement. Les associations, elles aussi, bénéficient du dispositif des contrats aidés. C'est le cas de l'association à vocation agricole La Sautet, avec à son actif près de 30 salariés. Là aussi, c'est une incompréhension. Les contrats aidés permettaient à un certain nombre de personnes de renouer avec l'emploi, permettaient d'assurer un certain nombre de besoins, de répondre à des besoins qui malheureusement sur le plan de l'économie classique ne c'est pas productif. Tout le personnel qui est dans ce cadre-là ne pourra pas être conduit. Aujourd'hui, on est vraiment dans une situation un peu difficile sans pouvoir en dire à ceux qu'on accompagne qu'on continuera l'année prochaine et on va vraiment sur du précaire, quoi. Collectivités comme associations devront à l'avenir avoir une capacité financière plus importante afin de pouvoir embaucher. Les contrats en cours ne seront pas renouvelés et très peu de nouveaux seront signés. Voilà une information qui ne va pas réjouir tout le monde, mais c'est un fait. Les vacances, c'est bientôt fini et la rentrée approche à grands pas. Certains ont déjà repris le chemin de l'apprentissage avec des cours de révision dans des instituts privés ou avec des organismes publics pour une remise à niveau avant le jour J. On voit cela avec José Le Chertier. Mélina a 16 ans. Elle est la doyenne du groupe. Elle participe à ces cours depuis la création du concept. Au programme des révisions aujourd'hui, les équations mathématiques. Depuis la primaire, quand je venais ici, j'avais des lacunes. Ce qui est bien, c'est qu'on peut réviser avant la rentrée. Les lacunes que nous avons, nous pouvons essayer de faire partir ici. À force de venir chaque année, ça passait. J'arrivais à avoir des bonnes notes. Franchement, ici, c'est super. Parfois, quand je fais des dictées, les mots qu'on avait vus, ça me sert. Et donc, du coup, j'ai une meilleure note. Une centaine d'enfants répartis sur 3 secteurs dans le quartier Carabin, Morne-Capot et dans le groupe scolaire Isidore Pierre-Louis, situé dans le bourg. Pour encadrer tous ces jeunes, le CCAS met à disposition des animateurs qualifiés.
Pour travailler avec les enfants, il faut avoir le bac+2. J'enseigne en principe toutes les matières, mais je me suis spécialisée en français. Je suis beaucoup plus à l'aise en français que dans les autres matières. Un bilan a été fait avec les enfants et nous avons pu déceler certaines lacunes, tant au niveau développement et factorisation et tout ce qui s'ensuit. Donc à partir de cela, un programme est établi chaque jour et on révise avec eux les matières déterminées. Pas toujours facile de reprendre le rythme scolaire après 2 longs mois de vacances. Le CCAS du Lorrain, en partenariat avec la ville, propose depuis 9 ans ce coup de pouce avant la rentrée baptisé Clin d'œil. Revoir avec les enfants les fondamentaux français et maths, réviser un peu parce qu'on sait très bien que les enfants ont des difficultés en écriture. On sait également que les enfants font beaucoup de fautes d'orthographe. Donc l'idée, c'est que chaque jour, nous ayons une dictée avec les enfants et que nous entrions dans les détails. Nous avons une fidélisation qui a été faite puisque nous avons des enfants qui sont depuis, sur ce dispositif-là, j'entends, qui sont depuis la première édition, qui y sont encore puisque nous accompagnons les enfants du CP à la seconde. Et pour garantir le succès de ces jeunes écoliers, tout au long de l'année, un autre dispositif se met en place à la rentrée. Un contrat d'accompagnement avec une aide aux devoirs personnalisée. On poursuit ce journal avec cet hommage rendu à André Constant par ses camarades du Parti communiste martiniquais. L'homme politique, l'une des figures emblématiques du mouvement, est décédé le 22 août 2016. Un an après, le chant de l'Internationale a retenti à nouveau au cimetière Sainte-Thérèse de Fort-de-France, où de nombreux partisans étaient réunis cet après-midi. Le reportage de Guy Raphaël René. Un dépôt de gerbes pour commémorer le premier anniversaire du décès d'André Constant. Une commémoration en petit comité avec ses camarades du Parti communiste martiniquais, ses amis et quelques membres de la famille. Je pense qu'il fallait le faire. Et c'est important que le Parti communiste le fasse, puisque pour lui, sa vie a été vouée au Parti communiste. Et il est important que nous soyons présents aujourd'hui. André Constant a été un homme de combat, certes qui a porté très haut les couleurs de son parti, lors de plusieurs élections à Fort-de-France et à Sainte-Anne. Parmi ses camarades de politique, Fernand Papaya, militant au Parti communiste martiniquais depuis la fin des années 60, se souvient d'un homme de conviction. Nous gardons de lui le souvenir de ce militant toujours actif et volontaire, qui n'a jamais réchigné à la tâche et qui demeure très présent dans nos cœurs. C'est la lutte finale pour nous et demain. Un hommage à travers lequel les militants du parti ont voulu perpétuer la mémoire de leurs compagnons disparus. Nous n'oublions jamais tous ceux qui, au nom du Parti communiste martiniquais, se sont battus pour défendre les intérêts de la Martinique, des travailleurs martiniquais. Il y a de grands hommes, de grands communistes que l'on oublie, que les médias oublient, que les instances officielles oublient. Et donc, nous tenons à faire vivre la mémoire de ces gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont façonné l'histoire de la Martinique. Né un 1er novembre en 1928, André Constant aurait eu 89 ans cette année. Et justement, un an après sa mort, que reste-t-il de ses combats politiques? Quelle image gardent les Martiniquais de cet homme qui a incarné la gauche? Écoutez quelques réactions recueillies cet après-midi par Guy Raphaël René. Est-ce que le nom d'André Constant, ça vous évoque quelque chose? Ben oui, il est écrivain. Le souvenir que j'ai, c'est que je sais qu'il avait un magasin d'optique et que c'était quelque part mon opticien. Mais je sais aussi qu'il militait dans les manifestations, dans les trucs politiques, quoi. Ça me dit quelque chose. Le nom. Vous ne voyez pas qui c'est exactement? Non. Il est décédé? Je le connaissais très bien. Il avait un truc de lunettes au TSV. Vous savez qu'il est mort l'année dernière? Oui, je sais. Aujourd'hui, ça fait exactement un an. Il est mort le 22 août 2016. Mais que son amour repose en paix. Il battait camarade moi, mais on t'a dit bonjour. On était dans le magasin. Hein. C'était qui genre de monde? C'était un bout qui était bien, qui a rigolé bien peu, et personnel. Ah oui, et puis il est ancien. André Constant, c'est monde qui est très ancien. Après, on a des gens qui ont des lunettes tout partout. Tout magasin lunettes. Mais lui, c'était parmi les premiers, on connaît.
En bref, le calendrier de dépôt des dossiers de candidature pour les élections sénatoriales, la préfecture informe les candidats des dates et des heures de réception. Donc du 4 au 8 septembre, il est possible donc de déposer ces candidatures le lundi, le mardi et le jeudi. Vous allez voir, ça va s'afficher à votre écran, sur votre écran, donc entre 8h30 et midi, 14h et 16h, 14h30 et 16h. Le mercredi entre 8h30 et 12h30, enfin le vendredi, le matin entre 8h30 et 12h30 et l'après-midi entre 14h30 et 18h. Voilà pour le calendrier de dépôt des demandes de candidature pour les élections sénatoriales. Quelques mots de l'actualité sociale avec le conflit du GEPAF qui dure depuis 13 jours maintenant. Nouvelle séance de négociation cet après-midi entre la direction et le syndicat. Le point de blocage, le sort du chef de dépôt. Les salariés grévistes demandent son départ. On écoute les précisions d'Éric Picot, interrogé cet après-midi par José Lechartier. Nous avons bien dit à Monsieur le Préfet que si nous considérons qu'il y a eu de bonnes évolutions, puisque notamment sur les week-ends, sur les primes d'activité et puis sur d'autres points qui vont être traités plus précisément lors des prochaines NO, il y avait eu de très bonnes avancées. Le point d'achoppement, c'est bien celui du chef de dépôt, du départ du chef de dépôt. Et donc la direction ne veut pas se défaire de son chef de dépôt et 16 personnels sur 19 ne peuvent pas travailler avec ce monsieur. Il y a bien un problème. Nous pouvons comprendre que la direction ne veuille pas nous donner satisfaction à cette demande, que ce soit difficile. Mais alors, dans ce cas, par rapport aux difficultés qu'il y a de fonctionnement, il faut que nous puissions trouver une solution. Et ça, nous l'avons expliqué très clairement à Monsieur le Préfet, de même qu'au président du directoire. Direction l'Hexagone maintenant à la découverte du Paris Noir, une visite guidée menée d'une main de maître par Kevin Doura, un Martiniquais qui a pris le pari de mettre en lumière les figures antillaises et africaines passées dans la capitale française. L'aventure dure depuis 4 ans déjà et plaît beaucoup aux touristes. Le reportage de Solène Boisset. Michel ne s'attendait pas à découvrir dans les rues de Paris un pan de l'histoire de son propre continent. Cette professeure d'anglais est jamaïcaine et de passage dans la ville lumière, elle a voulu en apprendre plus sur les grandes figures afro-caribéennes qui ont influencé la capitale. J'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, de Chester Himes, je n'en avais pas entendu parler. Donc, mais je connais le roman et le film A Rage in Harlem. Donc ça, c'était très intéressant pour moi d'entendre parler de ce noir américain que je ne connaissais pas. Et celui qui lui a fait connaître, c'est Kevin, ce Martiniquais de 32 ans, passionné d'histoire, qui depuis 4 ans montre à ses visiteurs ce Paris qui est devenu sien, au détour de grands monuments célèbres comme le Panthéon, la Sorbonne ou encore le Sénat, où sont passés bon nombre d'intellectuels. Césaire va dire « J'ai découvert mes origines africaines à Paris ». J'ai eu cette idée de développer les visites du Paris Noir, parce que les touristes avaient beaucoup de questions sur, on va dire, la diversité à Paris, etc. Et j'avais envie de faire une visite dans ce quartier-là, et aussi à la Goutte d'Or, mais principalement ici d'abord, qui retrace le parcours de grandes figures intellectuelles venues du monde noir, passées par Paris. En vacances à Paris, ce conteur guyanais a été transporté par cette expérience. Un voyage dans son expédition hexagonale. Pour moi, c'est une visite vraiment... Ah ouais, ben c'était intéressant. Le Capalou dit Damas, dit Césaire, dit Monerville. À considérer ou qu'à faire un voyage dans le temps, ou qu'à virer derrière et puis on en bêta quoi. À ses débuts, les groupes de visiteurs comptaient une petite dizaine de personnes. Désormais, le Paris Noir attire chaque samedi près de 25 curieux. Kevin continue de fouler les pavés parisiens sur les traces de Frantz Fanon, de Joséphine Baker et de bien d'autres figures qui ont marqué l'histoire de la capitale. Restez avec nous à suivre dans votre journal l'information des régions. En Guadeloupe, l'équipe d'escrime de l'île Sœur se prépare à la rentrée sportive. En Guyane, des jeunes profitent des derniers moments de vacances pour s'adonner aux rouleurs. Et puis dans votre JT des communes, nous reviendrons sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage en mai dernier avec la visite de la savane des esclaves aux Trois-Îlets. Terre de Laura Flessel, ministre des Sports et championne d'escrime en Guadeloupe, le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive a été investi par l'équipe régionale de Guadeloupe qui prépare la rentrée de la discipline. On voit cela avec Yvan Lemar.
Rien n'est laissé au hasard. Pour ces 16 jeunes venus de Guadeloupe ou de l'Hexagone, ce stage s'annonce intensif. Sur toute la semaine, les 5 jours, on a prévu tous les matins à 6h30 préparation physique. Donc après, il y a le petit déjeuner. Ensuite, il y a une mise en place de fondamentaux, les déplacements. Puis après, des séquences d'assaut, de nouveau du physique. Ça, c'est que la matinée, avec abdominaux. Et voilà. Et l'après-midi, on remet ça jusqu'à 18h. Et puis le soir, il y a une grosse information tous les soirs sur le calendrier, arme par arme et catégorie par catégorie, pour que déjà les jeunes se projettent sur leur saison. Encadré par 3 maîtres d'armes, ce stage est l'occasion pour les tireurs de retrouver des repères. Je reprends après les longues vacances, là. Je reprends l'escrime que j'avais avant. Je revois les bases, j'échange avec les autres tireurs d'autres clubs de la Guadeloupe. Pour moi, c'est une grosse préparation. Parce qu'il va me rester 2 mois après pour le premier COQ national. Donc pour moi, cette préparation est très importante, surtout qu'il y a eu de longues vacances. Ce stage est le premier. 5 autres sont prévus cette année pour atteindre les objectifs de cette saison. Cette année, on est arrivé à 3 médailles dans les championnats de France au total. Quelques places dans les quarts de finale. En compétition nationale, on va dire c'est au moins 10 médailles individuelles. Ça fait 2 ans où on n'a pas de jeunes qui sont sélectionnés au championnat d'Europe. C'est la première étape. Après les mondes, c'est autre chose parce qu'ils sont très jeunes. Essayer d'en qualifier au moins un par arme, fleuret épée. Après ce stage, les escrimeurs continueront leur préparation en club. La première compétition locale est prévue le 16 septembre à Petit-Bourg. En Guyane, je vous le disais il y a un instant, certains profitent des derniers moments de vacances pour s'adonner au roller, une activité qui attire toujours autant les jeunes. Jonathan Lariot a pu assister à une séance au skatepark de Cayenne. Regardez. Alors que les vacances arrivent à leur terme, ici au skatepark de Mirza, ces petits amateurs de glisse profitent au maximum des derniers jours avant la rentrée scolaire. Depuis 9 h du matin, ils sont plus d'une trentaine à avoir enfilé leurs patins. On a fait du roller et après on est allé au jardin botanique pour faire 3 parties de cache-cache. J'ai appris à faire des rampes, j'ai appris à avoir l'équilibre en roller. Ça fait longtemps que je voulais en faire. Ça m'apprend à faire autre chose que des jeux ou autres. Ce camp d'été autour de la pratique du roller arrive à sa fin. Parmi les enfants, certains ont bien évolué dans leur pratique. Si l'objectif est avant tout de leur permettre un maximum de temps de pratique, il fallait surtout profiter des vacances et peut-être imaginer une adhésion durant l'année. Ceux qui savent déjà en faire, ils approfondissent, et ceux qui ne savent pas encore en faire, on les apprend afin qu'ils puissent avoir goût, de venir s'inscrire pendant les cours de roller, Là, comme c'est la fin des vacances, c'est la dernière semaine, donc on essaie de les, de faire à fond du roller afin vraiment de les motiver, ceux qui savent en faire, continuer et puis essayer d'aller au plus loin. Le roller, c'est pas ce qu'on entend beaucoup parler, donc là ça le met un peu en valeur qu'il y ait beaucoup d'enfants qui souhaitent devenir des experts de roller et tout. Pour cette dernière semaine de camp de loisirs, il sera question de perfectionner quelques petits détails pour les plus aguerris, mais rien de bien excessif, car à 2 semaines de la rentrée, il faut que pour tous ces petits, tout puisse bien marcher, comme sur des roulettes. Et on n'en doute pas, voilà, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Et on commence avec cette information pratique des travaux au giratoire de Cluny. Cette nuit, à partir de 21 h, la circulation sera perturbée en raison d'un chantier de pose de fibre optique. Demain soir également, notamment au giratoire de la Batelière, au giratoire de la rue Simon-Cotterelle. La plus grande prudence est recommandée. Et puis ne manquez pas donc ce rendez-vous de l'EFS. Vous avez rendez-vous donc demain entre 9 h et 14 h sur le parking du centre commercial de la Galeria pour faire vos dons du sang avec toute l'équipe de l'EFS. Et dans votre JT des communes, ce soir, retour à la savane des esclaves aux Trois-Îlets, un musée à ciel ouvert sur cette sombre page d'histoire de la Martinique à l'occasion de la journée de commémoration du 22 mai. Hubert Bornil s'y était rendu. Je vous propose de revoir son reportage.
22 mai 1848, nèg goumen, nèg pété chaîne pour liberté yo. Ce jour est marqué par un certain nombre de manifestations. Le 22 mai, traditionnellement, cela fait 169 ans cette année. L'occasion pour nous d'entrer plus en profondeur dans ce site créé par Gilbert Larose, la savane des esclaves. La savane des esclaves, un site devenu incontournable sur la feuille de route de nos visiteurs. Un espace de mémoire et d'histoire où les essences rares côtoient le bakwa, le cotonnier ou encore le manioc. Nous ne parler de l'histoire, c'est mon attendre. Mais c'est mon pas qu'à penser qui manière, qui dans quelles conditions que ces esclaves-là te vivre dans le champ. C'est comme on dit c'est tout ça des fois. Quand ils ont montré les autres, par exemple, en habitation, ils ont déguster au là, ils ont mettre aux autres la maison du maître. C'est bien beau, c'est joli quoi. On a envie de même rester dedans comme on dit quoi. Mais est-ce qu'à côté, quand il y a les autres cas, ouais, souffrance c'est mon qui travaille là, dans le champ, tout ça gommé. Ici, tout a été pensé pour recréer le cadre de la période esclavagiste et post-esclavagiste avec notamment sa rue Cazenègre. Mais là, 22 mai, ça c'est jour pour nous, ouais, souffrance grand-maman nous endurer dans des champs, par exemple, coton, tabac, cacao. Ça, c'est ça qui fait bonheur de la grande bourgeoisie de la Cour des rois de France. Mais ça fait malheur en cette nous. Les cases en bois tibombe, les personnages d'époque, les instruments de torture, rien n'a été négligé. La modernité aussi fait son entrée avec le multimédia. Comme je reçois beaucoup de touristes allemands, suisses, américains, anglais, français, et de temps en temps, il y a beaucoup de monde sur le site. Alors, comme modernité, pour que les gens ne soient pas coincés sur le site, alors j'ai rajouté des panneaux et sur le panneau, j'ai mis le QR code. Sur le panneau. Comme ça, dès que les gens viennent avec le smartphone, dès qu'ils ont l'application pour lire leur QR code, eh ben, ils vont flasher dessus et après ils ont ma voix qui explique tout ce qu'il y a à expliquer sur le panneau, quoi. Côté visiteurs, tout au long de l'année, les groupes se succèdent et l'émotion est toujours au rendez-vous. C'est un site magnifique qui est chamboule, hein, vraiment chamboule parce que ça rappelle notre histoire. Et c'est vraiment beau, quoi. Monsieur Larose a fait du bon travail et je le félicite. Mais vraiment, il faut aller voir ce site parce que c'est vraiment quelque chose à voir absolument quand on vient en Martinique. Moi, tout le monde qui est venu a dit moi ça. Et c'est étonné, quoi, parce qu'il a dit moi, bon, je t'ai parlé de la savane des esclaves, mais mettez pied, depuis mettez pied devant la porte là, c'est qu'on s'est dit aux années en vibration, ils ont ressenti. Bah ça vous un changement dans le cas de yo venir en chair de poule yo arriver quoi parce que yo ka senti nam la savane des esclaves yo venir parce que ou case là quoi ou peut entrer dans case là ou peut meiller quoi c'est pas maquette quoi. Mais la savane des esclaves n'a pas que des adeptes, ses premiers détracteurs sont certains Martiniquais peut-être honteux de notre histoire. Ils appellent babiller puis moi parce que je considère que ça s'est relevé qu'ils ont passé, il faut passer à autre chose. Nous en 2017, il faut passer à autre chose, il faut faire quelque chose d'autre quoi. Et comme on dit ces mots-là, on ne peut pas passer à quelque chose d'autre sans connaître l'histoire. Ah ben, c'est ça, bon 22 mai, nous peut souhaiter aux autres une belle remontée dans le temps et puis on a pu découvrir pas mal de choses. Ça c'est qui ça? Mille établis, Tchébé. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés. Les contrats aidés, le gouvernement souhaite réduire le dispositif. Ces emplois subventionnés par l'État sont destinés aux personnes au chômage et largement utilisés par les mairies et les associations. Elles sont inquiètes, vous avez pu les entendre. À 15 jours de la rentrée scolaire, ils ont repris le chemin de l'école. Focus ce soir sur ces cours de préparation destinés à la remise à niveau proposés par des organismes publics ou privés. André Constant, cela fait déjà un an que l'homme politique nous a quittés, figure de la gauche martiniquaise. Ses camarades du Parti communiste ont tenu à lui rendre un hommage cet après-midi. Et puis, Paris, vu à travers l'œil de Kevin Noura, ce Martiniquais organise des visites guidées axées sur les personnalités noires qui ont laissé des traces dans la ville lumière. Vous avez pu suivre une de ces visites. À suivre, Destin d'Outre-mer, la rediffusion, Kivan, j'ai eu mon bac à 16 ans, la météo de Christine Lauréat, à 20h votre documentaire Obésité, Naturisme, ils vivent sans complexe. Excellente soirée à vous, à demain.